J'ai ralenti ma vieille Fiat près d'une maison en briques que je connaissais à la périphérie de Reims. La voiture a émis un dernier cliquetis et s'est tue. Elle avait dératé dernièrement, mais j'avais décidé de ne pas dépenser d'argent pour une nouvelle. L'argent était nécessaire pour des choses plus importantes. Par exemple, les mensualités de la maison vers laquelle je me dirigeais maintenant. Dans mon sac, il y avait une tarte aux pommes. J'avais passé toute la matinée à la préparer selon une recette que ma mère m'avait donnée. Émilie l'adorait quand elle était enfant, même si maintenant elle la considère probablement trop simple pour son goût raffiné. Au moins, Hugo et Camille appréciaient toujours les pâtisseries de leur grand-mère. En montant les marches du perron, je me suis surprise à être de nouveau nerveuse. Chaque visite à ma fille dernièrement, c'était comme marcher sur des œufs. 1, 3, 4, 5, on ne savait jamais où ni quand ça allait exploser. J'ai frappé 3 fois. Notre vieil indicatif familial, bien qu'Émilie l'ait probablement oublié depuis longtemps. Jérôme a ouvert la porte. Son visage mince au front dégarni, habituellement amical, avait l'air tendu aujourd'hui. « Corinne, bonjour. » Il a souri maladroitement en me laissant entrer. « Entre. » Émilie est dans la cuisine. Dans le couloir, j'ai remarqué un nouveau tableau, une œuvre abstraite dans un cadre coûteux. Un autre achat. Alors qu'il y a à peine un mois, Émilie s'était plainte de ne pas avoir assez d'argent pour payer le voyage scolaire d'Hugo. J'ai gardé le silence. J'avais appris depuis longtemps à ne pas commenter les décisions financières de ma fille. Mamie est là. Hugo, mon petit-fils de 14 ans, a jailli du salon, le portrait craché de son père, tout aussi dégingandé et gauche, mais avec des yeux vifs et intelligents. 6-8, je l'ai serré dans mes bras, étonné de la vitesse à laquelle il grandissait. Il me semblait qu'hier encore il tenait dans mes bras, et maintenant il était presque aussi grand que moi. Bonjour, mon chéri. Comment ça va à l'école? Bien. J'ai eu la meilleure note en maths, a-t-il souri, montrant l'appareil dentaire que j'avais payé l'année dernière en puisant dans mes petites économies. Bravo. J'ai sorti une petite boîte de mon sac. C'est pour toi, le nouveau casque que tu avais demandé. Ses yeux se sont illuminés, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Émilie est sortie de la cuisine, un torchon à la main. Maman, tu as encore apporté des cadeaux? Sa voix était agacée. On en a déjà parlé. Hugo doit mériter ce genre de choses, pas les recevoir pour rien. Il l'a mérité, ai-je répondu calmement. Il a eu la meilleure note en maths. C'est sa responsabilité de bien étudier, a rétorqué Émilie. Hugo, monte ton casque dans ta chambre et va aider à mettre la table. Mon petit-fils m'a jeté un regard coupable et a disparu à l'étage. Émilie s'est retournée et est repartie dans la cuisine sans même me proposer d'entrer. J'ai enlevé mon manteau et je suis allée dans le salon où ma petite fille Camille était assise sur le canapé, plongée dans son téléphone. « Salut, ma belle », ai-je appelé doucement. Camille a levé les yeux. À 17 ans, elle était le portrait craché d'Émilie au même âge, même cheveux châtains, même pommettes saillantes. Seul son regard était différent. Pas ouvert et rêveur comme celui de ma fille, mais méfiant et calculateur. « Salut, mamie. » Elle a posé son téléphone et m'a laissé la serrer dans ses bras à contre-cœur. « Comment se passent tes révisions pour les examens? Tu comptes toujours aller à la fac de droit? » 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, a-t-elle haussé les épaules. Mais ça coûte cher. Ne t'inquiète pas pour ça. Je lui ai caressé le bras. À table. La voix sèche d'Émilie a retenti depuis la salle à manger. Camille et moi avons échangé un regard et nous sommes dirigés vers la table. L'ambiance pendant le dîner était tendue. Émilie levait à peine les yeux de son assiette et Jérôme essayait de maintenir la conversation en me posant des questions sur mon jardin et mes nouveaux voisins, mais la discussion s'éteignait sans cesse. Les enfants étaient silencieux. Hugo mâchait avec application et Camille vérifiait constamment son téléphone sous la table. « J'ai entendu dire que ta boulangerie marche bien », ai-je finalement dit en me tournant vers Émilie. Elle était gérante dans une petite chaîne de boulangerie. C'était une carrière bien loin de ses rêves d'enfance de journalisme, mais c'était stable. « Ça va », a-t-elle répondu sèchement. « Rien d'extraordinaire. » Émilie a été promue directrice régionale la semaine dernière, a dit fièrement Jérôme. Maintenant, elle va s'occuper de 3 boulangeries. C'est merveilleux, ai-je dit sincèrement. Félicitations, ma chérie. Merci, a dit Émilie en rougissant légèrement. Mais le salaire n'est que de 15% plus élevé, et il y aura 3 fois plus de travail. Mais nous avons besoin d'argent,
surtout avec ses mensualités de prêt immobilier. 14 15 16 17 J'ai saisi l'allusion et n'ai rien dit. Jérôme a dû sentir quelque chose aussi, car il a rapidement changé de sujet. Et toi, Corinne, quoi de neuf? Tu m'as dit que tu t'étais inscrite à des cours. Oui, de photographie numérique. J'ai souri. J'ai finalement décidé de comprendre tous ces réglages et ces filtres. Mon amie Martine et moi suivons le cours ensemble. Maman trouve toujours quelque chose pour dépenser de l'argent, a marmonné Émilie. C'est mon argent, lui ai-je rappelé doucement. J'ai travaillé comme infirmière toute ma vie et j'ai le droit de dépenser une partie de ma retraite pour moi. Bien sûr que tu as le droit, a-t-elle haussé les épaules. C'est juste bizarre de te voir dépenser de l'argent pour un passe-temps et ensuite te plaindre que tu ne peux pas payer tes médicaments. Je ne me suis jamais plainte pour les médicaments, ai-je dit, sentant l'irritation monter en moi. N'invente pas. Laisse tomber, a dit Émilie en se levant et en commençant à débarrasser les assiettes. Qui veut un dessert? J'ai apporté une tarte aux pommes, ai-je dit en désignant mon sac. Oh, super, a dit Hugo en se redressant. On a déjà acheté un tiramisu, a dit sèchement Émilie. La prochaine fois, préviens-nous, s'il te plaît. J'ai pris une profonde inspiration, ravalant ma peine. J'avais préparé cette tarte pour elle toute ma vie, et maintenant, elle n'était soudainement plus assez bien pour sa famille. Ce n'est pas grave, ai-je souri avec raideur. Le tiramisu, c'est très bien aussi. On peut avoir les deux desserts, a demandé Hugo. Je veux le gâteau de mamie. On devrait le garder pour le petit déjeuner, a dit Jérôme, me jetant un regard d'excuse. Lorsque nous sommes passés au dessert, la conversation a tourné sur les fêtes à venir. La fête des mères tombe sur mon jour de repos cette année, a dit Jérôme 18 19 21 22. Je pense faire quelque chose de spécial. Je vais enfin pouvoir faire la grasse matinée, a souri Émilie. D'habitude, la boulangerie est tellement bondée les jours de fête que je rentre épuisée. J'ai entendu dire qu'il y aurait un festival pour la fête des mères au parc de la mairie, ai-je suggéré. On pourrait peut-être y aller tous ensemble. Je pourrais réserver une table dans ce restaurant italien. Que vous aimez bien. Un silence étrange s'est installé à table. Émilie et Jérôme ont échangé un regard. En fait, maman, a dit lentement Émilie. Nous avions prévu de passer la journée juste en famille. Moi, Jérôme et les enfants. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Je pensais que je faisais aussi partie de la famille, ai-je dit, ma voix plus basse que je ne l'aurais voulu. Bien sûr que tu fais partie de la famille, s'est empressé de dire Jérôme. On pensait juste. On veut juste être entre nous, l'a interrompu Émilie. Sans vouloir te vexer, maman, mais tu comprends. La fête des mères, c'est pour nous et les enfants. Et Corinne, alors? A demandé Jérôme. C'est une mère, elle aussi. Je n'ai pas invité ma mère pour la fête des mères, a dit Émilie en me regardant droit dans les yeux. Cette fois, on fête ça sans elle. J'ai vu Jérôme détourner le regard, mal à l'aise. Camille se réfugier derrière son téléphone et Hugo baisser la tête en trifouillant son dessert avec sa cuillère. Une boule s'est formée dans ma gorge, mais je ne me suis pas permis de montrer à quel point ces mots m'avaient blessé. Eh bien, ai-je dit calmement en posant ma serviette à côté de mon assiette. Dans ce cas, je ne vais pas vous retenir. Maman, ne sois pas mélodramatique, a levé les yeux au ciel Émilie. Je ne suis pas mélodramatique, ai-je dit en me levant de table. Merci pour le dîner. Tout était délicieux. Je dois y aller. Mais mamie, tu viens à peine d'arriver, a dit Hugo, confus. J'ai des choses à faire, mon chéri. Je lui ai caressé la tête. On se voit la prochaine fois. Corinne, ne pars pas comme ça. Jérôme s'est également levé. Émilie ne le pensait pas comme ça. Si, elle le pensait. Ma fille a souri. Et ne me fais pas passer pour un monstre. J'ai le droit de choisir avec qui je passe les fêtes. J'ai hoché la tête en silence, j'ai pris mon sac et je me suis dirigée vers la porte. À l'intérieur, je bouillonnais, mais j'ai gardé mon sang-froid. Sur le seuil, je me suis retournée et j'ai souri. Pas à Émilie, mais aux enfants et à Jérôme. La tarte est pour vous. Bon appétit. Je suis partie en refermant doucement la porte derrière moi. Ce n'est qu'une fois dans la voiture que je me suis autorisée à prendre quelques profondes inspirations, essayant de me calmer. Mes mains tremblaient légèrement en insérant la clé dans le contact. Il y a 23 ans, quand Émilie n'avait que 19 ans, je l'ai aidée avec l'apport personnel pour son appartement.
Ensuite, il y a eu l'université, que j'ai payée en partie en cumulant 2 emplois dans 2 hôpitaux. Puis il y a eu le mariage avec Jérôme. Modeste selon les normes d'aujourd'hui, mais tout de même une dépense importante. Et il y a 6 ans, ils ont décidé d'acheter une maison plus grande, cette demeure en briques dans un quartier calme. Émilie m'a appelé en larmes, me disant que la banque leur avait refusé un prêt immobilier avantageux à cause des faibles revenus de Jérôme. Bien sûr, je suis venue à la rescousse. J'ai ouvert un compte spécial et mis en place des virements mensuels pour couvrir près de la moitié de leur mensualité. Émilie a juré que c'était temporaire, 1 an tout au plus, le temps que Jérôme trouve un meilleur emploi. Une année s'est transformée en 6 ans. Ça ne me dérangeait pas. Aider mes enfants était naturel pour moi. Mais chaque année qui passait, Émilie devenait plus froide et plus distante. C'était comme si mon aide ne nous rapprochait pas, mais la poussait loin de moi. Et puis aujourd'hui, je ne t'ai pas invité pour la fête des mères. Des mots que je n'aurais jamais pensé entendre de ma propre fille. En démarrant la voiture, j'ai jeté un dernier regard à la maison. Des silhouettes étaient visibles à la fenêtre de la salle à manger. Ils continuaient leur dîner comme si de rien n'était, comme si je n'avais jamais été là. Une fatigue soudaine m'a submergée. J'ai lentement rejoint la route, en direction de mon petit appartement de l'autre côté de la ville. Une seule larme a roulé sur ma joue, mais je l'ai vite essuyée. Assez. Pendant trop longtemps, j'avais laissé ma fille profiter de ma gentillesse, la considérant comme acquise. Quelque chose devait changer, et il semblait que c'était à moi de commencer. Mon appartement m'a accueilli avec silence et fraîcheur. J'ai appuyé sur l'interrupteur, et le vieux lustre a inondé le petit salon de lumière, révélant un canapé usé et des bibliothèques le long des murs. Tout ici était modeste mais confortable. Une vraie maison pour une femme qui avait travaillé comme infirmière à l'hôpital de Reims pendant près de 40 ans. J'ai enlevé mes chaussures, je suis allée dans la cuisine et j'ai mis la bouilloire en marche. Les pensées de ce soir tournaient en boucle dans ma tête. Les mots d'Émilie résonnaient à mes oreilles. Je ne t'ai pas invité pour la fête des mères. 6 mots, chacun frappant au cœur. Après avoir fait le thé, je me suis installée dans un vieux fauteuil près de la fenêtre. Dehors, une pluie fine tombait, les gouttes brouillant les lumières des maisons voisines. Quelque part là-bas, dans l'une de ces maisons, vivait ma fille. Dans une maison que j'avais payée pendant des années sans rien demander en retour. Une photographie sur l'étagère en face me regardait. Émilie dans sa robe de soirée pour la fête de fin d'année du lycée, 18 ans, un sourire radieux, toute la vie devant elle. À côté d'elle, moi, 10 kilogrammes de plus avec des cernes sous les yeux à cause des gardes de nuit, mais souriante aussi. À l'époque, tout était différent. Émilie est née quand j'avais 25 ans. Son père, Patrick, nous a quittés quand elle en avait 3. Il a juste fait ses valises et a disparu avec une quelconque serveuse. Nous ne l'avons jamais revu. Je me suis retrouvée seule avec une petite fille, un crédit immobilier et 2 emplois pour tout payer. Je me souviens comment j'économisais sur tout, cuisinant les repas pour la semaine, achetant des vêtements dans des friperies, renonçant à tout divertissement. Tout ça pour qu'Émilie puisse avoir le meilleur que je pouvais lui donner. Et elle l'a eu. Une bonne école, des cours de danse, des colonies de vacances, des manuels neufs. Je ne me suis jamais plainte, même s'il y avait des jours où j'étais littéralement épuisée. Quand Émilie a voulu aller à l'université pour étudier le journalisme, j'ai vendu notre petite maison et j'ai déménagé dans cet appartement pour payer ses études. Elle a promis qu'elle travaillerait dur pour rembourser chaque centime dès qu'elle serait diplômée et aurait un poste dans une publication prestigieuse. Mais la vie en a décidé autrement. En dernière année, elle a rencontré Jérôme, un garçon tranquille avec de l'ambition mais pas de moyens financiers. Ils se sont mariés rapidement, et la carrière de journaliste d'Émilie a été oubliée. À la place, elle a pris un emploi dans une boulangerie, temporairement, jusqu'à ce que Jérôme se stabilise. Je ne me suis pas ingérée. C'était son choix. Mais quand ils ont décidé d'acheter leur premier appartement, je n'ai pas pu refuser de les aider avec l'apport personnel. Puis sont venus le mariage, puis la naissance de Camille, puis Hugo, et chaque fois je donnais le peu que j'avais pour leur faciliter les choses. Et puis, il y a 6 ans, une nouvelle maison. Maman, c'est la dernière fois que je demande. Je te jure, dès que Jérôme aura une augmentation, on te remboursera. Je l'ai cru. J'ai ouvert un compte spécial et j'ai mis en place des paiements automatiques. 400 € par mois partaient pour leur crédit immobilier. 400 € que j'aurais pu dépenser pour moi, pour une nouvelle voiture pour remplacer ma vieille Fiat, pour un voyage en Italie dont j'avais toujours rêvé. Pour un traitement contre l'arthrite que je repoussais depuis des années.
J'ai pris une gorgée de mon thé froid. La pluie s'est intensifiée, tambourinant sur les gouttières. Combien d'années encore allais-je supporter ça? Combien d'humiliations devais-je encore endurer pour comprendre qu'il n'y aurait jamais de gratitude? Mon téléphone a vibré. Un message d'Hugo. Mamie, merci pour le casque. Il est super. Désolé pour maman aujourd'hui. J'ai souri. Au moins, mes petits-enfants étaient devenus de bonnes personnes, malgré tout. J'ai rapidement tapé une réponse. De rien, mon chéri. Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Rien n'allait bien, mais le garçon ne devait pas souffrir de nos problèmes d'adultes. Le téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, un appel vocal de Martine, ma vieille amie, que j'avais rencontrée à l'école d'infirmière et avec qui j'avais travaillé à l'hôpital pendant près de 30 ans. Corinne. Sa voix rauque semblait inquiète. Ça va? J'ai appelé il y a 1 heure, mais tu n'as pas répondu. J'étais chez Émilie pour le dîner. J'ai soupiré lourdement. Je viens de rentrer. Comment ça s'est passé? À en juger par le son de ta voix, pas très bien. Je lui ai raconté la soirée, sans omettre aucun détail. Martine était la seule personne qui savait tout de ma relation avec ma fille, y compris les paiements mensuels du crédit. Elle ne t'a pas invité pour la fête des mères? A demandé Martine, incapable de cacher son indignation. Vraiment? Après tout ce que tu as fait pour elle? Figure-toi. J'ai dit avec un sourire amer. Et elle l'a dit à table, devant Jérôme et les enfants. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. J'ai souri et je suis partie. Corinne. La voix de Martine est devenue sévère. Tu la laisses te marcher sur les pieds depuis trop longtemps. Depuis combien de temps tu paies pour leur maison? 10 ans. Et avant ça, l'appartement, l'université, le mariage. Je sais, Martine, ai-je répondu avec lassitude. Mais que puis-je faire? C'est ma fille. Et alors? Ça ne lui donne pas le droit de te traiter comme un distributeur de billets. Tu dois arrêter de la financer, tout de suite. Je suis restée silencieuse, fixant la photo d'Émilie souriante. Martine a continué. Écoute-moi. Tu as travaillé toute ta vie pour l'aider. Et qu'est-ce que tu obtiens en retour? Je ne t'ai pas invité pour la fête des mères. Tu mérites mieux. Arrête de payer leur crédit, et elle apprendra la valeur de son arrogance. Mais les enfants. Ai-je commencé? Les enfants grandiront et te traiteront de la même manière s'ils voient que tu te laisses traiter ainsi, m'a coupé Martine. Il ne s'agit pas d'argent, Corinne. Il s'agit de respect. J'ai fermé les yeux. Martine avait raison, et je le savais. Pendant des années, je m'étais dit que je sacrifiais tout pour le bonheur de ma fille. Mais est-ce que ça rendait Émilie plus heureuse? Ou est-ce que ça lui apprenait simplement à s'attendre à ce que sa mère la tire toujours d'affaire, quoi qu'il arrive? Peut-être que tu as raison, ai-je dit doucement. Quelque chose doit changer. Voilà qui est mieux, a dit Martine avec approbation. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore. Je dois y réfléchir. Ne tarde pas trop et tiens-moi au courant. Maintenant, va te coucher. Tu as l'air épuisé. Après avoir parlé à Martine, je suis restée assise un long moment, à regarder l'obscurité derrière la fenêtre. Et si j'arrêtais vraiment de payer leur crédit? Et si je fermais ce compte? Est-ce qu'Émilie pourrait s'en sortir? Est-ce que ça affecterait mes petits-enfants? La pensée que Jérôme puisse encore ignorer mon aide financière me troublait également. Émilie ne lui avait-elle jamais dit d'où venait la moitié de la mensualité du prêt? Ce serait bien son genre de s'attribuer le mérite de mon aide et de la faire passer pour la sienne. Je me suis levée et je suis allée dans le petit bureau où je gardais tous mes documents importants. Dans le tiroir du bureau se trouvait un dossier avec des relevés bancaires. Je l'ai ouvert et j'ai parcouru les prélèvements mensuels. 400 €, chaque 15 du mois. Un virement automatique sur le compte d'Émilie, avec la mention « Crédit immobilier ». En 6 ans, cela représentait une somme impressionnante, près de 29 000 €. 29 000 € que j'aurais pu dépenser pour moi, pour des soins, pour des vacances, pour une nouvelle voiture, pour n'importe quoi. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert l'application bancaire. Quelques tapotements et le voilà, le compte d'où l'argent avait été prélevé. Il restait encore environ 2 000 € dessus. Juste assez pour 5 mois. Mes doigts se sont figés au-dessus de l'écran. Est-ce que je voulais vraiment faire ça? N'était-ce pas trop cruel? Est-ce qu'Émilie se vengerait en m'interdisant de voir mes petits-enfants?
Je me suis souvenu de son visage quand elle a prononcé ces mots. Froid, distant, sans une once de regret. Je ne t'ai pas invité pour la fête des mères. Comme si elle effaçait tout ce que j'avais fait pour elle. Toute ma vie qui lui était dédiée. Et quelque chose en moi s'est brisé. Ou peut-être que c'était le contraire. Tout s'est mis en place. 3 clics et le virement automatique a été annulé. Quelques clics de plus et le compte a été fermé. Le solde transféré sur mon compte principal. J'ai pris une profonde inspiration. Pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement, comme si je m'étais délestée d'un lourd fardeau que je portais depuis trop longtemps. Je savais qu'il y aurait des conséquences. Je savais qu'Émilie serait furieuse, que je ne verrais peut-être pas mes petits-enfants pendant un certain temps, que je devrais m'expliquer à Jérôme. Mais pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai pensé à moi au lieu de penser à comment plaire à ma fille. Ce n'était pas une décision impulsive, ni un acte de vengeance. C'était une étape nécessaire, douloureuse, mais nécessaire. On ne peut pas entretenir une relation toxique éternellement, même si c'est avec sa propre fille. Parfois, la meilleure chose à faire pour quelqu'un est d'arrêter de céder à ses pires défauts. J'ai refermé le dossier et posé mon téléphone. Demain serait un nouveau jour. Un jour où Corinne Gauthier commencerait enfin à vivre pour elle-même, et non pour sa fille ingrate. Pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai ressenti une étrange impatience, comme si j'avais ouvert la porte à une nouvelle vie où mes propres désirs et besoins comptaient aussi. Je suis retournée dans ma chambre et je me suis allongée sans allumer la lumière. La pluie tambourinait sur le toit comme un métronome, comptant les secondes d'un nouveau chapitre de ma vie. Je savais que j'avais pris la bonne décision, une décision difficile, mais la bonne. Parfois, il faut lâcher prise pour avancer, même si l'on lâche quelqu'un que l'on aime. Les 3 jours suivants se sont déroulés dans un calme étrange. J'attendais qu'Émilie appelle. Des excuses, des reproches, n'importe quoi. Mais le téléphone est resté silencieux. Pas de message, pas d'appel. Manqué. C'était comme si cette soirée n'avait jamais eu lieu. Je n'en pouvais plus et j'ai appelé mes petits-enfants juste pour m'assurer qu'ils allaient bien. Hugo était un peu silencieux, mais il m'a remercié pour le casque. Camille a dit qu'elle préparait ses examens et qu'elle était très occupée. Aucun des deux n'a mentionné l'incident du dîner. Le 4e jour, j'ai retrouvé Martine dans notre café préféré au coin de la rue du Moulin. Nous y allions depuis que nous travaillions à l'hôpital de l'autre côté de la rue. Le café était notre refuge après les gardes difficiles. Alors, elle n'a même pas appelé. Martine a remué le sucre dans son cappuccino. C'est étrange. Je pensais qu'elle essaierait au moins de savoir pourquoi tu es parti si soudainement. Elle s'en fiche probablement. J'ai haussé les épaules. Ou elle pense que je devrais m'excuser d'avoir gâché leur dîner. Et maintenant, tu es décidé à annuler les paiements? Je l'ai déjà fait. J'ai siroté mon thé. J'ai fermé le compte le soir même. Les yeux de Martine se sont agrandis. Mon Dieu! Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si décisive. Quand doivent-ils payer le crédit? Le 15. J'ai jeté un coup d'œil au calendrier de mon téléphone. C'est demain. Je me demande si elle sait que tu as annulé le paiement, a dit Martine, pensive. Ou est-ce qu'elle attend le dernier jour en espérant que tu changes d'avis? Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Mais je ne vais pas changer d'avis. Parfois, il faut être ferme pour que les gens vous respectent. Je suis tout à fait d'accord, Martine m'a serré la main. Je suis fière de toi, Corinne. Il était temps que tu le fasses. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis retournée dans mon lit, imaginant comment Émilie découvrirait le lendemain qu'il manquait 400 € sur le compte. Que penserait-elle? Que dirait-elle à Jérôme? Comment expliquerait-elle pourquoi elle ne pouvait soudainement plus payer le crédit qu'elle était censée payer depuis toutes ces années? Une partie de moi ressentait une sombre satisfaction. L'autre partie, la partie maternelle, habituée à protéger et à défendre, était inquiète et pleine de doutes. Avais-je bien fait? Étais-je allé trop loin? Le 15 est arrivé sans fanfare. Je me suis réveillée, je me suis fait un thé, j'ai arrosé les fleurs sur le rebord de la fenêtre, et j'ai même réussi à aller au yoga matinal pour les seniors au centre social du quartier. 23, 24, 25, 26, 27. J'ai délibérément laissé mon téléphone à la maison. Je ne voulais pas être dérangée. Quand je suis revenue, des notifications clignotaient sur l'écran. 3 appels manqués d'Émilie, 2 d'un numéro inconnu, un message sur Messenger. Maman, rappelle-moi d'urgence.
Je suis allée à la cuisine, je me suis fait un sandwich, et seulement après, j'ai repris mon téléphone. 2 autres appels manqués. Émilie paniquait clairement. J'ai décidé de ne pas rappeler. À la place, j'ai tapé un court message. Puisque je ne fais pas partie de la famille pour la fête des mères, mon argent ne fait plus partie de votre crédit. La réponse est arrivée instantanément, comme si Émilie était assise avec son téléphone à la main, attendant ma réaction. Tu ne peux pas faire ça. Tu avais promis d'aider. J'ai aidé pendant 6 ans. C'est assez, ai-je répondu. Mon téléphone a sonné. C'était Émilie. Je l'ai ignoré. Un autre message. Maman, on a des problèmes avec la banque. Ils ont déjà envoyé un avis de retard de paiement. 28, 29, 30, 31, 32, ça va ruiner notre dossier de crédit. Je n'ai pas répondu. Laisse-la souffrir un peu. La veille, j'avais calculé qu'au cours des 6 dernières années, j'avais viré près de 29 000 € à Émilie et Jérôme. De l'argent que j'aurais pu dépenser pour moi, pour mes besoins, pour un traitement contre l'arthrite qui me gênait de plus en plus ces derniers temps. Le téléphone a continué de vibrer. Les messages affluaient les uns après les autres. Maman, s'il te plaît. C'est très sérieux. Tu ne peux pas simplement annuler le paiement sans nous prévenir. On comptait sur cet argent. On n'a pas cette somme en ce moment. C'est méchant d'utiliser l'argent comme moyen de pression. Tu as toujours dit que tu aidais de manière désintéressée. J'ai souri. J'avais aidé de manière désintéressée. Jusqu'à ce que j'entende ces mots au dîner. Parfois, il suffit d'une seule goutte pour faire déborder le vase. 33, 34, 35, 36, 37 vers midi. La tactique d'Émilie a changé. Maintenant, les messages étaient plaintifs. Maman, je ne comprends pas pourquoi tu es si contrariée. Je voulais juste passer une journée avec les enfants sans personne d'autre. Jérôme est furieux à propos de l'échéance. Il me rejette la faute. C'est ce que tu voulais? Si tu voulais ruiner mon mariage, tu as réussi. Félicitations. Je n'ai pas répondu. À l'intérieur, un sentiment étrange, presque oublié, grandissait. Un sentiment d'amour-propre. C'était comme si j'avais enfin redressé le dos après des années à me courber. Après le déjeuner, un message de Camille est arrivé. Mamie, pourquoi tu ne réponds pas? Maman pleure. Qu'est-ce qui se passe? C'était injuste. Utiliser les enfants comme pions émotionnels était typique d'Émilie, mais je n'allais pas entraîner mes petits-enfants dans notre conflit. Ma chérie, ta mère et moi avons un petit malentendu. On va s'arranger. Ne t'en fais pas et concentre-toi sur la préparation de tes examens. Je t'aime. 1 heure plus tard, Hugo a appelé. J'ai répondu. Je ne pouvais pas ignorer mon petit-fils. Mamie. Sa voix semblait alarmée. Qu'est-ce qui se passe? Maman crie. Papa claque les portes. Personne n'explique rien. Mon chéri, ce sont des problèmes d'adultes. J'ai essayé de paraître calme. Tes parents vont s'arranger. Comment ça se passe à l'école? Bien. Il a hésité. Mamie. Maman a dit que tu avais arrêté de nous donner de l'argent pour la maison. C'est vrai. Alors Émilie avait décidé de mettre les enfants au courant de la situation financière. Bien son genre. Hugo, j'ai aidé ta famille pendant de nombreuses années, ai-je dit prudemment. Mais maintenant, j'ai décidé qu'il était temps pour tes parents de se débrouiller seuls. Ça n'a rien à voir avec toi ou Camille. Je serai toujours là pour vous deux. Je ne savais pas que tu payais pour notre maison, a-t-il dit doucement. Maman a dit qu'elle et papa payaient tout. C'est compliqué, mon grand. Ne nous inquiétons pas de ça pour l'instant. D'accord? D'accord. Il a accepté, incertain. Mamie, tu viens nous voir ce week-end? J'ai un match samedi. Mon cœur s'est serré. J'allais toujours à ces matchs de foot. Bien sûr que je viendrai. Je ne le manquerai pour rien au monde. Après avoir parlé à Hugo, je me suis sentie coupable. Les enfants ne devraient pas avoir à souffrir de notre conflit avec Émilie. Mais d'un autre côté, c'était Émilie qui les avait mis dans cette situation en leur parlant de l'argent. Les messages ont continué jusqu'au soir. Émilie passait de la colère à la supplication et vice-versa. Maman, si c'est à cause de la fête des mères, je suis désolée. Bien sûr que tu es invitée. On organisera une fête pour toi. Te rends-tu seulement compte que tes actions pourraient coûter leur maison à tes petits-enfants? La banque n'attendra pas. S'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler en adulte. Jérôme pense que je suis une menteuse.
Merci pour ça. Je n'avais toujours pas répondu, même si le dernier message m'avait durement touché. Se pouvait-il que Jérôme n'ait vraiment pas été au courant de mon aide? Émilie avait-elle dépensé mon argent comme si c'était le sien pendant tout ce temps? À 20 heures, j'étais fatiguée des appels constants et j'ai éteint mon téléphone. J'ai allumé ma série policière préférée, je me suis fait un thé et je me suis installée sur le canapé avec mon tricot. J'avais besoin de me changer les idées. On a frappé à la porte, un son étonnamment fort dans le silence de l'appartement. J'ai sursauté, laissant tomber mes aiguilles à tricoter. Il était presque 21 heures, trop tard pour une visite impromptue. Qui est-ce? Ai-je demandé en m'approchant de la porte. Corinne, c'est Jérôme. Je peux entrer? Je me suis figée. Jérôme n'était jamais venu me voir seul sans Émilie. Quelque chose de grave devait être arrivé. En ouvrant la porte, j'ai vu mon gendre, pâle, les yeux rouges, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il tenait un dossier dans ses mains. Entre, ai-je dit en m'écartant pour le laisser passer. Est-ce que les enfants vont bien? Non, les enfants vont bien, a-t-il dit en entrant dans le salon et en s'asseyant lourdement sur le canapé. Corinne, je dois te parler d'argent et d'Émilie. Je me suis assise en face de lui, sentant mon cœur commencer à battre plus vite. Je t'écoute. Aujourd'hui, la banque a envoyé un avis de retard de paiement pour le crédit, a dit Jérôme doucement, sans me regarder. Je ne comprenais pas pourquoi Émilie était si paniquée. D'habitude, on arrive à payer sans problème. Puis elle a avoué. Il s'est tu, déglutissant difficilement. Avoué quoi? Les jeux encourageaient doucement. Que tu payais la moitié du crédit depuis 6 ans. Il a finalement levé les yeux. Chaque mois, 400 €. Et que tu as soudainement arrêté de payer sans prévenir. Tu ne savais pas? Ai-je demandé prudemment. Je n'en avais aucune idée. Jérôme a souri amèrement. Émilie disait que c'était ses économies sur ses primes au travail. Je l'ai cru comme un parfait idiot. Il a ouvert le dossier qu'il avait apporté. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des colonnes de chiffres bien ordonnées avec des lignes surlignées en jaune. J'ai vérifié tous nos comptes des dernières années. Chaque 15 du mois, 400 € étaient virés de ton compte sur celui d'Émilie, et elle les transférait sur le compte du crédit. 6 ans, Corinne. Pendant 6 ans, j'ignorais que nous vivions avec ton argent. Je suis restée silencieuse, ne sachant que dire. Une partie de moi se sentait soulagée. Jérôme ne savait donc vraiment pas. Une autre partie était abasourdie par l'ampleur de la tromperie d'Émilie. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Sa voix était blessée. Toutes ces années, on s'est vu au dîner de famille, on a discuté, et tu n'as jamais. Je pensais que tu savais, ai-je dit doucement. Émilie a dit que vous étiez tous les deux reconnaissants pour l'aide, mais que vous préfériez ne pas en discuter pour ne pas vous sentir redevable. J'ai respecté cette décision. Jérôme s'est couvert le visage de ses mains. Mon Dieu, j'étais si naïf. Toutes ces années, elle m'a menti. Elle dépensait ton argent comme si c'était le sien. Et je me demandais comment elle arrivait à avoir de telles primes à sa boulangerie. Jérôme, je n'ai jamais voulu causer de problème dans votre famille, ai-je dit en lui touchant doucement l'épaule. Je voulais juste aider. Je sais, a-t-il dit en baissant les mains. Et je t'en suis reconnaissant. Vraiment. Mais pourquoi as-tu décidé d'arrêter les paiements maintenant? Que s'est-il passé? Je lui ai raconté cette soirée, les paroles d'Émilie, ma décision. Il a écouté en silence, hochant la tête de temps en temps. Maintenant je comprends. Il a finalement dit. Je ne t'ai pas invité pour la fête des mères. Après tout ce que tu as fait pour elle. Pas étonnant que tu sois en colère. Ce n'est pas une question de colère, Jérôme. J'ai secoué la tête. C'est une question de respect, de reconnaissance, de gratitude élémentaire. Je n'attends pas qu'Émilie me baise les mains pour l'avoir aidée. Mais au moins ne pas insulter quelqu'un qui vous soutient depuis des années. Ça ne me semble pas trop demander. Tu as raison. Il avait l'air complètement brisé. Tu as absolument raison. Et je ne te blâme pas d'avoir annulé les paiements. J'aurais fait la même chose à ta place. Nous sommes restés silencieux. Une voiture est passée dehors, ses phares illuminant momentanément la pièce. Et maintenant? Ai-je demandé. Le crédit, la maison. Je ne sais pas, a répondu honnêtement Jérôme. Nous avons quelques économies, mais elles ne sont pas inépuisables. Je peux prendre des heures supplémentaires au travail. Peut-être qu'on devra vendre la voiture.
Il s'est tu, perdu dans ses pensées. En tout cas, ce sont nos problèmes, pas les tiens. Tu nous as déjà trop aidés. Et Émilie? Comment a-t-elle réagi? Au début, elle était furieuse. Elle a crié et t'a accusé de trahison. Puis, quand j'ai commencé à poser des questions, elle a essayé de se défiler, disant qu'elle ne m'avait rien dit pour ne pas m'inquiéter ou me faire sentir comme un raté, a dit Jérôme avec un sourire amer. Et puis j'ai trouvé les relevés de compte et les reçus des magasins. Il s'avère que pendant que j'économisais et que je travaillais 60 heures par semaine, ma femme dépensait des centaines d'euros en vêtements de marque et en soins au spa. Et elle se plaignait toujours de la difficulté à joindre les deux bouts. J'ai haleté. Je ne savais pas ça. Alors Émilie ne cachait pas seulement mon aide. Elle dépensait l'argent de la famille pour elle-même pendant que Jérôme se tuait à la tâche. Je suis tellement désolée, ai-je dit sincèrement. Moi aussi, a-t-il dit en se levant. Corinne, je ne suis pas venue ici pour te demander de reprendre les paiements. Je suis venue m'excuser de ne pas avoir su, d'avoir laissé faire, et pour les choses horribles qu'Émilie t'a dites. Tu ne mérites pas d'être traitée comme ça. Il avait l'air si sincère, si anéanti que mon cœur s'est serré. Émilie avait de la chance d'avoir un mari comme lui, même si elle ne semblait pas l'apprécier. Jérôme, ce n'est pas de ta faute, ai-je dit en me levant aussi. Tu ne pouvais pas savoir si elle te le cachait. J'aurais dû savoir. Il a secoué la tête. On ne peut pas vivre avec quelqu'un pendant 6 ans sans remarquer que quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ai-je demandé. Je veux dire, toi et Émilie. Je ne sais pas, a-t-il soupiré. En ce moment, je ne suis même pas sûre de connaître la femme que j'ai épousée. Mais nous avons des enfants. Nous devons trouver une solution, d'une manière ou d'une autre. Corinne, il a hésité. Je sais que je n'ai aucun droit de demander, mais pourrais-tu parler à Émilie? Elle doit comprendre ce qu'elle a fait. Je suis restée silencieuse, réfléchissant à sa demande. D'un côté, je ne voulais pas me mêler de leur relation. De l'autre, il s'agissait de ma fille, de mes petits-enfants, d'une famille qui s'effondrait sous mes yeux. D'accord, ai-je finalement dit. Je lui parlerai. Mais pas aujourd'hui. J'ai besoin d'y réfléchir. Merci. Jérôme avait l'air reconnaissant. Et je suis encore désolée pour tout. Il est parti, me laissant seule avec mes lourdes pensées. L'histoire s'est avérée encore plus compliquée que je ne l'avais imaginé. Émilie n'était pas seulement ingrate. Elle mentait à son mari depuis des années, s'attribuant le mérite de mon aide et dépensant l'argent de la famille pour ses caprices. J'ai rallumé mon téléphone. 27 appels manqués d'Émilie. Le dernier message envoyé, il y a 10 minutes. Maman, Jérôme est chez toi. Ne crois pas un mot de ce qu'il dit. Il exagère tout. J'ai posé le téléphone sur la table sans répondre. Les choses prenaient une tournure inattendue. Je voulais donner une leçon à ma fille, mais pas détruire sa famille. Cependant, il semblait que les problèmes dans leur mariage étaient bien plus profonds que je ne l'avais pensé, et ma décision avait simplement fait sauter le couvercle d'une marmite qui bouillait depuis longtemps. Samedi matin était étonnamment ensoleillé pour Reims. Je me tenais à la fenêtre avec une tasse de thé, regardant le chat des voisins chasser les papillons dans mon petit jardin devant la maison. Le téléphone était silencieux. Après la visite de Jérôme, Émilie avait cessé d'appeler. Probablement qu'elle et son mari avaient de longues conversations, ou de longues disputes. Je ne savais pas ce qui était le pire. Vers 11 heures, le téléphone a finalement sonné. C'était Jérôme. Bonjour, Corinne. Sa voix semblait ferme et déterminée. Je réunis toute la famille à 16 heures aujourd'hui. Nous devons avoir une discussion sérieuse, tous ensemble. Peux-tu venir? Un conseil de famille? Ai-je demandé. Oui. A-t-il hésité? Émilie est au courant de la réunion. Au début, elle a refusé, mais j'ai insisté. Les enfants doivent être là aussi. Ils ont le droit de connaître la vérité. Tu es sûre de vouloir impliquer Hugo et Camille? J'étais nerveuse à l'idée que mes petits-enfants assistent au conflit entre Émilie et moi. Ils sont déjà impliqués, a soupiré Jérôme. Émilie leur a raconté sa version de l'histoire. Maintenant, ils doivent entendre la nôtre. Et de toute façon, il a marqué une pause. Notre famille a gardé trop de secrets pendant trop longtemps. Il est temps de crever l'abcès. J'ai accepté d'y aller, bien que l'idée de la confrontation à venir me rende anxieuse. Après avoir parlé à Jérôme, j'ai appelé Martine pour lui demander conseil. Il a raison, a dit mon ami avec conviction.
Il est temps de mettre les points sur les i. Émilie attend depuis longtemps d'entendre la dure vérité. Mais les enfants. Ils ne sont plus des bébés, Corinne. Camille a presque 18 ans. C'est pratiquement une adulte. Et Hugo est assez grand pour comprendre ce qui se passe. Peut-être que cela leur apprendra à valoriser l'honnêteté dans les relations. J'ai mis ma plus belle robe, bleu foncé avec un petit motif floral. Non pas que je veuille impressionner, mais pour me sentir plus confiante. Dans les moments difficiles, même les bons vêtements peuvent être une sorte d'armure. J'ai pris le bus pour aller chez Émilie et Jérôme. Ma voiture avait encore des ratés, et je ne voulais pas être en retard. Le soleil commençait déjà à descendre vers l'horizon, peignant les façades en briques des maisons de teinte chaude et dorée. En d'autres temps, j'aurais apprécié la promenade, mais aujourd'hui, chaque pas était difficile. Jérôme a ouvert la porte. Son visage était tendu, mais déterminé. La maison était inhabituellement silencieuse. Pas de bruit familier de la télé. Pas de musique venant de la chambre d'Hugo. « Entre », a dit Jérôme en me laissant entrer. « Tout le monde est dans le salon. » Je suis entrée et j'ai vu Émilie assise dans le fauteuil du fond. Elle avait l'air pâle, les yeux rouges de larmes, mais elle se tenait droite, presque avec défi. Les enfants étaient blottis sur le canapé, silencieux et alertes. Camille a détourné le regard, évitant le mien. Hugo, en revanche, me fixait attentivement. « Salut », j'ai essayé de sourire, mais c'est sorti peu convaincant. « Bonjour, maman », a répondu sèchement Émilie. Jérôme pense que nous avons besoin de cette réunion de famille, bien que je ne comprenne pas de quoi il y a parlé. Jérôme s'est avancé au centre de la pièce comme pour prendre la position d'un modérateur. Nous avons des choses à nous dire. Sa voix était calme mais ferme. J'ai beaucoup appris sur notre famille ces derniers jours. Sur l'argent, sur les mensonges. Et je pense qu'il est temps que tout le monde entende la vérité. Émilie a levé les yeux au ciel. Si tu comptes me faire passer pour un monstre devant les enfants, c'est bas. Je vais leur dire comment les choses se sont vraiment passées, a répondu Jérôme. Sans exagération, mais sans rien omettre. Il s'est tourné vers les enfants. Camille, Hugo. Vous savez que nous avons eu des problèmes pour payer le crédit. Ils ont hoché la tête, incertains. Votre mère vous a dit que grand-mère avait soudainement arrêté de nous aider, a poursuivi Jérôme. C'est vrai, mais il y a des détails que vous ne connaissez pas. Il a marqué une pause. Tout d'abord, je n'ai appris l'aide de grand-mère qu'avant hier. Elle envoie de l'argent depuis 6 ans, et pendant tout ce temps, je pensais que nous nous débrouillions seuls. Camille a regardé sa mère avec surprise. Maman, tu n'as pas dit à papa ? Émilie a croisé les bras sur sa poitrine. Je ne voulais pas qu'il se sente comme un raté. Il était si fier de subvenir aux besoins de sa famille. Ne me mens pas maintenant, a secoué la tête Jérôme. Tu l'as caché pour contrôler les finances, pour que je ne sache pas combien d'argent entrait réellement dans la famille et combien tu dépensais. De quoi tu parles ? Émilie s'est redressée sur sa chaise. Des 360 € que tu as dépensés au spa le mois dernier, a répondu Jérôme. Le nouveau sac qui a coûté 260 €. Les chaussures qui valent mon salaire de 2 semaines. Pendant tout ce temps, tu me disais à quel point c'était difficile. Comment nous devions économiser sur tout. Comment nous pouvions à peine payer le crédit, et tu dépensais des centaines d'euros pour tes caprices. Émilie le fixait, les yeux écarquillés. Tu as fouillé dans mes factures ? Vérifié mes achats ? Il le fallait. Jérôme a haussé la voix. Après avoir appris pour l'argent de Corinne, après avoir réalisé que je vivais un mensonge depuis 6 ans. Camille et Hugo ont échangé un regard. Je pouvais voir à quel point ils étaient confus, essayant de comprendre ce qui se passait. Papa, a commencé prudemment Camille. Mais est-ce vraiment si important ? Je veux dire, si mamie voulait t'aider et maman. Il ne s'agit pas d'aider, ma chérie, les jeux interrompus en essayant de paraître douce. Il s'agit de confiance, de vérité. J'ai toujours été heureuse d'aider votre famille, avec de l'argent ou autre chose. Mais ça m'a blessée que votre mère n'apprécie pas cette aide. Et à la fin, elle a refusé de me voir même pour la fête des mères. Ce n'était qu'un jour, a marmonné Émilie. Je ne comprends pas pourquoi tu as dû en faire toute une histoire en annulant le paiement. Non, Émilie, j'ai secoué la tête. Ce n'est pas juste un jour. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase après des années d'aliénation, après que tu m'aies repoussé maintes et maintes fois, considérant mon aide comme acquise. Je suis une personne,
pas un distributeur de billets. Vous voyez, Émilie s'est tournée vers les enfants. Votre grand-mère utilise l'argent comme un moyen de vous contrôler. Elle ne nous a aidés que pour avoir un moyen de pression. Ce n'est pas vrai, a dit doucement Hugo en regardant sa mère. Mamie ne nous a jamais obligés à faire quoi que ce soit pour de l'argent. Elle a juste aidé. Et toi? Il a hésité. Tu ne nous as même pas dit que les cadeaux d'anniversaire venaient d'elle. La pièce est tombée dans le silence. J'ai regardé mon petit-fils, confuse. De quoi tu parles, Hugo? Le garçon a jeté un regard coupable à sa mère. L'année dernière, quand j'ai eu un nouveau vélo, maman a dit que c'était elle et papa qui me l'avaient acheté. Mais la semaine dernière, j'ai accidentellement trouvé ta carte dans le tiroir de maman. Il y avait écrit pour mon cher Hugo pour son 14e anniversaire, de la part de mamie. J'ai senti quelque chose se briser en moi. J'avais acheté ce vélo. Rouge vif, avec 21 vitesses. Exactement celui dont Hugo avait rêvé. Il avait coûté cher. Mais je voulais rendre mon petit-fils heureux. Je n'avais aucune idée qu'Émilie s'était approprié le cadeau. Émilie. Je me suis tournée vers ma fille. Est-ce vrai? Elle a baissé les yeux, et ce geste en disait plus long que n'importe quel mot. Je ne voulais juste pas que les enfants pensent que nous ne pouvions pas leur offrir de beaux cadeaux, a-t-elle marmonné. Que nous avions besoin de l'aide de mamie. Combien d'autres de mes cadeaux as-tu pris? Ma voix tremblait de peine. Émilie est restée silencieuse, mais Camille a soudainement levé les yeux. Mon ordinateur portable? A-t-elle demandé doucement. Celui que j'ai eu avant de commencer le lycée. Est-ce que c'est mamie qui l'a acheté aussi? Voyant qu'Émilie ne répondait pas, Jérôme a hoché la tête. Oui, Camille. Mamie a payé pour ton ordinateur portable, tes cours d'espagnol l'année dernière et le voyage de la chorale de l'école à Édimbourg. Je ne comprends pas. Camille avait l'air secouée. Pourquoi? Pourquoi nous cacher que ta grand-mère a fait tant de choses gentilles? Parce que ta mère ne voulait pas se sentir dépendante, a répondu Jérôme en jetant un regard à sa femme. Elle a toujours voulu paraître parfaite à vos yeux, réussie, autonome, même si cela signifiait mentir. Ce n'est pas juste. Émilie a finalement levé les yeux, plein de larmes. Oui, j'ai caché certaines choses, mais seulement parce que je ne voulais pas que tout dans ma vie soit lié à ma mère. J'ai vécu toute ma vie dans son ombre. La parfaite Corinne, l'infirmière à succès, respectée de tous, aimée de tous. Et moi, je suis juste sa fille ordinaire qui n'a rien accompli par elle-même. Je la regardais avec étonnement. Émilie n'avait jamais parlé aussi ouvertement de ses sentiments pour moi auparavant. Émilie, ai-je commencé doucement, je ne t'ai jamais comparée à moi. Je n'ai jamais pensé que tu devais accomplir quoi que ce soit pour mériter mon amour. J'ai toujours été fière de toi juste pour ce que tu es. Ce n'est pas vrai. Elle s'est levée de sa chaise. Tu as toujours fait comprendre que je pouvais faire plus, être meilleure. Pourquoi tu ne finis pas l'université, Émilie? Pourquoi as-tu abandonné le journalisme, Émilie? Pourquoi ne cherches-tu pas un meilleur travail, Émilie? Toujours ces questions, cette déception dans ta voix. J'étais abasourdie par ces paroles. Oui, je demandais parfois à ma fille quels étaient ses projets, mais je n'avais jamais pensé qu'elle le prenait comme une pression ou une critique. Je voulais juste que tu réalises ton potentiel, ai-je dit doucement. Que tu aies plus d'opportunités que moi. Et si mon idée du bonheur n'est pas la même que la tienne? A demandé amèrement Émilie. Et si je ne veux pas réussir à tes yeux? Et si je suis heureuse d'être simplement gérante dans une boulangerie? Pas, je ne sais pas, médecin-chef à l'hôpital. Je ne t'ai jamais demandé de devenir médecin-chef. J'ai secoué la tête. Je voulais juste que tu sois heureuse. Non, tu voulais que je sois comme toi. Émilie a serré les poings. Forte, indépendante, réussie. Et quand je n'ai pas répondu à tes attentes, tu as commencé à m'aider financièrement pour que je me sente encore plus nulle, encore plus dépendante. Émilie, ce n'est pas juste, est intervenu Jérôme. Ta mère nous a aidés parce qu'elle t'aime. Nous tous. Oui, elle a aidé. Émilie a presque crié. Et j'ai payé chaque centime avec de la culpabilité. Chaque fois qu'elle venait chez nous, je voyais ce regard dans ses yeux. Regardez, je vous aide, et vous devriez être reconnaissant. Chaque fois, je me sentais petite et sans valeur. Je suis restée silencieuse, choquée.
Émilie avait-elle vraiment perçu mon aide pendant tout ce temps non pas comme une expression d'amour, mais comme un moyen de la contrôler? Chaque cadeau que je lui faisais, chaque virement d'argent, n'avait-il fait que creuser le fossé entre nous? Maman. La voix de Camille semblait inhabituellement mature. Mais si tu te sentais comme ça, pourquoi n'as-tu pas parlé à mamie? Pourquoi n'as-tu pas refusé son aide? Émilie s'est affalée dans son fauteuil, soudainement dégonflée. Parce que je ne pouvais pas, a-t-elle chuchoté. Nous avions vraiment besoin de l'argent. Et je m'étais habituée à un certain niveau de vie. Je ne voulais pas que vous grandissiez dans la pauvreté comme moi. Tu n'as pas grandi dans la pauvreté, ai-je dit doucement. Oui, nous n'avions pas de luxe, mais tu as toujours eu tout ce dont tu avais besoin. Tu ne comprends pas. Émilie a de nouveau rougi. Je me souviens comment les autres enfants à l'école se moquaient de mes vêtements d'occasion. Comment je ne pouvais pas aller au café avec eux parce que je n'avais pas d'argent de poche. Comment j'ai dû travailler à temps partiel à 15 ans pour m'acheter un jean décent. J'ai senti une boule monter dans ma gorge. Je ne savais vraiment pas que l'enfance d'Émilie avait été si douloureuse. J'ai fait tout ce que je pouvais, en cumulant 2 emplois, mais de toute évidence, ce n'était pas suffisant. Émilie, je me suis approchée d'elle, mais elle s'est reculée. Je ne savais pas que c'était si dur pour toi. Mais crois-moi, je n'ai jamais voulu que tu te sentes moins bien à cause de mon aide. Je t'aimais juste et je voulais que tu aies tout ce que je n'avais pas eu. Mais je ne voulais pas être la fille éternellement reconnaissante. Émilie a essuyé ses larmes avec le dos de sa main. Je ne voulais pas que chaque décision que je prenais soit jugée en termes de « est-ce que ça valait la peine que maman se donne tant de mal pour ça ?» Alors oui, j'ai caché ton aide à Jérôme, aux enfants, parfois même à moi-même. Je voulais sentir que je vivais ma propre vie, pas une extension de la tienne. Un lourd silence a pesé dans la pièce. Nous traitions tout ce que nous venions d'entendre. Des confessions qui n'avaient jamais été prononcées à voix haute auparavant. Des ressentiments qui s'étaient accumulés au fil des ans. Toutes ces années, a finalement dit Jérôme, tu m'as menti. À nous tous. Au lieu d'être honnête sur tes sentiments, sur tes peurs, tu as choisi de tisser une toile de mensonges. Et maintenant, nous sommes tous empêtrés dedans. Émilie a baissé la tête. Je sais que j'ai mal agi. Mais je ne savais pas comment faire autrement. Tu aurais pu simplement me parler, ai-je dit en lui touchant doucement l'épaule. Me dire que c'était difficile pour toi d'accepter mon aide, que tu voulais plus d'indépendance. M'aurais-tu écouté? A-t-elle demandé amèrement. Ou m'aurais-tu dit que j'étais ingrate, que je ne réalisais pas la chance que j'avais d'avoir une mère si attentionnée? Je ne savais pas quoi dire. Peut-être qu'Émilie avait raison. J'avais pris l'habitude de penser que je savais ce qui était le mieux pour elle. J'avais pris l'habitude d'être une bonne mère sans considérer que ma fille avait grandi depuis longtemps et avait droit à ses propres décisions et erreurs. Je ne sais pas, ai-je admis honnêtement. Mais j'aurais essayé de comprendre. Hugo, qui avait silencieusement observé les adultes, s'est soudainement levé et s'est approché de sa mère. Maman, sa voix était étonnamment ferme. Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas pu simplement nous dire la vérité. Sur mamie, sur l'argent, sur tout. Est-ce que Camille et moi t'aimerions moins? Émilie a regardé son fils avec des yeux larmoyants. J'avais peur que vous aimiez plus mamie. Que vous pensiez que je n'étais pas assez. C'est idiot, a dit Hugo sans détour. Tu es notre mère. On ne t'aime pas pour les cadeaux ou l'argent. Et on aime mamie, a ajouté Camille. Pas parce qu'elle nous achète des choses, mais parce qu'elle est gentille et attentionnée. Et ce n'est pas juste que tu nous aies caché ces cadeaux. J'aurais aimé pouvoir la remercier moi-même. Émilie a tressailli comme si les paroles de sa fille lui avaient causé une douleur physique. Je sais que j'ai mal agi, a-t-elle dit en me regardant. Maman, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas que les choses tournent comme ça. Moi non plus, ai-je répondu doucement. Je n'ai jamais pensé que mon aide pouvait causer autant de douleur. Et maintenant? A demandé Jérôme en nous regardant tous. Comment allons-nous de l'avant? C'était une bonne question. Des années de malentendus et de blessures ne pouvaient pas être surmontées en une seule conversation, aussi sincère soit-elle. Mais le premier pas avait été fait. Nous nous parlions enfin honnêtement. Je pense, ai-je commencé prudemment, que nous devons tous apprendre à communiquer d'une nouvelle manière. Ouvertement, sans secret, sans manipulation. Et nous devons apprendre à vivre de manière indépendante, a ajouté Jérôme en jetant un regard à Émilie. Sans le soutien financier de Corinne.
Ce ne sera pas facile, mais c'est nécessaire pour notre dignité et notre amour-propre. Émilie a hoché la tête en regardant ses mains. Je suis d'accord. J'essaierai d'être plus honnête avec vous tous. Et avec moi-même. Camille s'est levée du canapé et s'est approchée de moi. Mamie, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Et je suis désolée de ne pas t'avoir remercié plus tôt. J'ai serré ma petite fille dans mes bras, sentant les larmes monter à mes yeux. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, ma chérie. Hugo nous a rejoints, me serrant de l'autre côté. Je t'aime, mamie, a-t-il dit simplement. En les regardant, je savais que peu importe ce qui se passerait entre moi et Émilie, ces enfants valaient chaque minute de douleur et chaque centime dépensé. Pour eux, cela valait la peine de traverser tout cela et de trouver la force de se réconcilier. Bien sûr, tous les problèmes n'ont pas été résolus du jour au lendemain. Émilie avait toujours son complexe d'infériorité. J'avais toujours mon habitude d'être surprotectrice. Et Jérôme se sentait toujours blessé par des années de tromperie. Mais nous avions fait le premier pas. Nous avions reconnu ces problèmes et décidé de travailler dessus ensemble. Alors que j'étais sur le point de partir, Émilie est venue me voir de manière inattendue dans le couloir. « Maman, a-t-elle hésité? À propos de la fête des mères, je veux que tu viennes. Si tu le veux toujours. » Je l'ai regardée, ma fille compliquée, contradictoire, mais toujours aimée. « Bien sûr que je viendrai, » ai-je souri doucement. « Et je promets de ne pas apporter de tarte aux pommes si tu ne veux pas. » « Non, » a-t-elle souri faiblement en réponse. « La tarte, c'est bien. Hugo sera content. » C'était un petit pas, mais dans la bonne direction. Nous savions toutes les deux que nous avions un long chemin à parcourir vers une véritable réconciliation. Mais maintenant que la vérité était enfin révélée, nous avions une chance de construire une nouvelle relation, plus honnête, plus mature, basée sur le respect mutuel plutôt que sur la dépendance financière. La semaine suivant, la réunion de famille s'est écoulée dans une étrange accalmie. Je vaquais à mes occupations, suivant mes cours de photographie, travaillant dans le jardin, retrouvant Martine. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser à ma famille, à toutes ces années où nous avions vécu sans nous comprendre, comment nos bonnes intentions s'étaient transformées en ressentiment et en non-dit. Jeudi soir, alors que je finissais d'arroser les fleurs sur le rebord de la fenêtre, on a sonné à la porte. Jérôme se tenait sur le seuil avec un dossier de documents à la main. « Bonsoir, Corinne, » a-t-il dit. Il avait l'air fatigué mais calme. « Désolé de passer à l'improviste. Je peux entrer ? Nous devons discuter de quelques questions pratiques. » Je l'ai invité dans le salon et lui ai proposé un thé. Il a refusé, allant droit au but. « Émilie et moi avons beaucoup parlé de la situation, » a dit Jérôme en ouvrant le dossier sur la table basse. Et nous sommes arrivés à la conclusion que nous devrions te rendre l'argent que tu as mis dans le crédit. J'ai secoué la tête. Jérôme, ce n'est pas la peine. Je ne vous ai pas aidé pour que vous me le rendiez. Je sais. Il a rencontré mon regard. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de principe. Tu nous as soutenus trop longtemps. Il est temps que nous commencions à assumer la responsabilité de nos propres décisions. Il a sorti plusieurs feuilles de papier avec des calculs du dossier. J'ai calculé le montant total. 28 800 € sur toutes ces années. C'est une somme énorme. Je comprends que vous ne pouvez pas tout rembourser d'un coup, ai-je dit doucement. Bien sûr que non, a hoché la tête Jérôme. Mais j'ai établi un plan de remboursement. Si nous payons 150 € par mois, nous pourrons tout rembourser en 16 ans environ. 16 ans. J'ai ri involontairement. D'ici là, je serai une vieille femme, si je suis encore en vie. Nous pouvons discuter d'autres options, a répondu sérieusement Jérôme. Peut-être vendre quelque chose de valeur ou prendre un travail supplémentaire. Je l'ai regardé attentivement. Cet homme était vraiment prêt à passer des années à rembourser une dette qui n'était même pas de sa responsabilité. Jérôme. J'ai posé ma main sur son épaule. Je n'ai pas besoin de cet argent. Je vous l'ai donné du fond du cœur, sans attendre de le récupérer. C'était mon cadeau à votre famille. Mais après tout ce qui s'est passé, a-t-il hésité. Après la façon dont Émilie t'a traité. Ça m'a blessé, ai-je admis. Mais il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de respect, de reconnaissance, de gratitude. Vous n'avez pas à me rembourser chaque centime pour montrer que vous appréciez mon aide. Jérôme avait l'air incertain. Mais nous devons faire quelque chose, pour notre propre dignité. J'y ai.
Réfléchis. Il avait raison. Annuler complètement la dette pourrait donner l'impression que je me fichais de ce qui s'était passé, que je lui permettais de continuer à me prendre pour acquise. D'accord, ai-je finalement dit. Voici ce que je propose. Au lieu de me rembourser la totalité des 29 000 €, pourquoi ne pas créer un fonds d'études pour Camille et Hugo? Mettez 100 € par mois pour leur avenir. L'université, un apport pour une maison, peu importe. Ce sera votre contribution, sans aucune condition. Et le reste de l'argent? A demandé Jérôme. Considérez-le comme un cadeau. J'ai souri. D'une grand-mère qui aime trop ses petits-enfants et qui oublie parfois que leurs parents ont aussi le droit de prendre des décisions. Jérôme m'a regardé longuement, puis a lentement hoché la tête. C'est juste, a-t-il dit en me tendant la main. Merci, Corinne. Pour tout. Nous avons scellé l'accord par une poignée de main. C'était le premier pas vers la construction d'une nouvelle relation plus saine dans notre famille. Le lendemain, j'ai retrouvé Émilie dans un café près de son travail. C'est elle qui avait proposé la rencontre, la première fois depuis des années qu'elle prenait l'initiative. Nous nous sommes assises à une table d'angle, remuant maladroitement notre thé. La pause s'est éternisée. Jérôme m'a parlé de votre conversation, a finalement dit Émilie. À propos de l'argent. Oui, nous avons trouvé une solution, ai-je confirmé. Tu n'aurais pas dû annuler la dette, a-t-elle dit sans me regarder dans les yeux. Pas après ce que je t'ai fait. Émilie. Je me suis penchée plus près. Je ne vais pas faire chanter ma fille avec de l'argent pour gagner son amour ou son respect. Ce serait encore pire que ce dont tu m'as accusé. Elle a finalement levé les yeux, rouge par manque de sommeil, une ride entre les sourcils que je n'avais pas remarquée auparavant. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours, a-t-elle dit doucement. À nous, à ce que j'ai fait toutes ces années, à la façon dont j'ai menti à Jérôme, aux enfants, à toi et à moi-même. Elle a marqué une pause. C'était mal. Je le savais, mais je ne pouvais pas m'arrêter. C'était comme si chaque nouveau mensonge en appelait un autre pour que tout le château de cartes tienne debout. Pourquoi? Ai-je simplement demandé. Pourquoi était-ce si difficile d'être simplement honnête? Émilie est restée silencieuse un long moment, rassemblant ses pensées. Tu te souviens quand j'avais 13 ans et que j'ai ramené un bulletin avec que des notes moyennes? Tu as dit, Émilie, tu peux faire mieux. J'étais une excellente élève à ton âge malgré toutes les difficultés. Je ne me souvenais pas très bien de cette conversation, mais j'ai hoché la tête. Tu n'as pas compris ce que ces mots signifiaient pour moi, a poursuivi Émilie. Tu étais mon modèle. Forte, intelligente, indépendante. Une infirmière respectée même par les médecins. Une mère célibataire qui a élevé un enfant et tenu une maison sans l'aide de personne. Je n'ai jamais eu l'impression de pouvoir être à ta hauteur. Je ne voulais pas que tu te compares à moi, ai-je dit doucement. Je voulais que tu sois toi-même, la meilleure version de toi-même. Mais si la meilleure version de moi n'était toujours pas à la hauteur de tes exigences, a demandé amèrement Émilie. Et si je suis juste différente? Pas aussi déterminée, pas aussi forte. Et si je voulais juste une vie simple, une famille, des enfants, un travail sans beaucoup de responsabilités? J'y ai réfléchi. Est-ce que j'avais vraiment, inconsciemment, mis la pression sur ma fille, m'attendant à ce qu'elle soit quelque chose qu'elle ne voulait pas ou ne pouvait pas être? Je n'y ai jamais pensé, ai-je admis. Je pensais que chaque mère voulait le meilleur pour son enfant. L'éducation, une carrière, le succès. Et si le meilleur pour moi, ce n'est pas une carrière ou le succès? A demandé doucement Émilie. Et si le bonheur pour moi, c'est juste une vie tranquille avec ma famille, sans stress et sans course à la performance? Alors j'aurais dû respecter ça, ai-je dit en couvrant sa main de la mienne. Et je suis désolée de ne pas l'avoir réalisé plus tôt. Nous avons parlé longtemps ce jour-là. De nos différentes visions de la vie, de nos attentes non satisfaites, des blessures d'enfance qui étaient devenues des problèmes d'adultes. Tous les problèmes n'ont pas été résolus. Toutes les blessures n'ont pas été guéries. Mais nous avons commencé le chemin vers une meilleure compréhension l'une de l'autre. Et maintenant? A demandé Émilie à la fin de notre rencontre. Comment allons-nous de l'avant? Je pense que nous avons besoin de limites claires, ai-je répondu. Je ne me mêlerai plus de vos affaires financières, à toi et à Jérôme. Pas de paiement régulier, pas d'aide cachée. Si vous avez besoin de mon soutien, quel qu'il soit, vous pouvez simplement demander, et nous en discuterons ouvertement. Ça me va. Émilie a hoché la tête. Et pour les petits-enfants?
Je voudrais continuer à communiquer avec eux directement, sans intermédiaire, ai-je dit fermement. Si je veux leur faire un cadeau, que ce soit quelque chose de matériel ou de l'argent pour leurs études, je voudrais qu'ils sachent que ça vient de moi. Émilie s'est visiblement tendue, mais a hoché la tête. D'accord. Mais nous devons discuter des achats importants à l'avance. Je ne veux pas que tu passes outre nos décisions parentales. D'accord. J'ai souri. Tu vois, on apprend déjà à faire des compromis. La fête des mères est tombée un dimanche ensoleillé. Je me suis réveillée tôt, me sentant légèrement excitée par la journée à venir. Les 2 dernières semaines avaient été remplies de conversations difficiles, de moments d'honnêteté et de périodes de silence gêné. Nous apprenions tous une nouvelle façon de communiquer, sans manipulation, sans ressentiment caché, sans levier financier. Émilie a appelé la veille pour confirmer l'invitation. On t'attendra à 14 heures, a-t-elle dit. Rien de spécial, juste un dîner de famille. Est-ce que j'apporte quelque chose? Ai-je demandé. Peut-être le dessert. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Si tu veux, tu peux faire ta tarte aux pommes, a finalement répondu Émilie. Hugo sera content. Une petite victoire. Ma tarte avait retrouvé sa place sur leur table. Je suis arrivée à 14 heures précises, la tarte à la main et de petits cadeaux pour tout le monde. Des photos que j'avais prises et imprimées lors de mon cours. Des cadres faits main contenaient des photos de notre famille, chacune capturant un moment spécial. Hugo a ouvert la porte et m'a immédiatement serré fort dans ses bras. Bonne fête des mères, mamie. Ces simples mots m'ont coupé le souffle. Les années précédentes, mes petits-enfants m'avaient félicité par téléphone ou lorsque nous nous croisions. Aujourd'hui, j'étais là en tant que mère, en tant que grand-mère, en tant que membre à part entière de la famille. La maison avait l'air festive. Il y avait des fleurs fraîches sur la table et l'odeur de viande rôtie dans l'air. Camille aidait à mettre la table et Jérôme opérait sa magie en cuisine. Émilie m'a accueillie dans le salon, un peu tendue mais avec un sourire sincère. « Bonne fête, maman », a-t-elle dit maladroitement, me serrant d'un bras et prenant la tarte de l'autre. « Entre. On est presque prêt. » Nous avons tous fait des efforts ce jour-là. La conversation à table était un peu forcée, évitant soigneusement les sujets difficiles, mais sans la tension évidente des années précédentes. Camille a parlé de ses projets universitaires et Hugo a partagé ses succès dans l'équipe de football de l'école. Jérôme et Émilie ont parlé de leurs projets professionnels. Il avait récemment obtenu une promotion et elle se préparait à ouvrir une nouvelle boulangerie dans le quartier. J'écoutais attentivement, notant comment leur relation avait changé depuis notre conversation franche. Il y avait plus d'ouverture, moins de ressentiments cachés. Jérôme connaissait maintenant la vérité sur les finances de la famille et participait activement à la planification du budget. Émilie apprenait à être honnête avec lui, avec les enfants, avec moi, et avec elle-même. Après le dîner, Émilie a sorti une petite boîte nouée d'un ruban. « C'est pour toi », a-t-elle dit en me tendant le cadeau. De nous tous. À l'intérieur se trouvait une broche en argent en forme de caducée d'infirmière avec une gravure au dos. « À la meilleure maman et grand-mère, de la part de ta famille reconnaissante. » C'est très beau, ai-je dit, luttant pour retenir mes larmes. Merci. Je me souviens que tu en as toujours voulu une, a dit doucement Émilie. Quand tu travaillais à l'hôpital, mais tu disais que c'était trop cher. J'étais touchée qu'elle se souvienne de ce petit épisode du passé. Peut-être que j'avais compté, après tout. Pas toujours, pas en tout, mais en quelque chose d'important. Et voici mes cadeaux pour vous, ai-je dit en distribuant les photos. Pour Jérôme, une photo de lui apprenant à Hugo à planter un clou, tous deux concentrés. Si semblables de profil. Pour Camille, elle riant sous la pluie, la tête en arrière, le soleil brillant à travers les gouttes. Pour Hugo, un moment de victoire sur le terrain de football, le triomphe sur son visage, les bras levés en l'air. Et pour Émilie, elle est petite, environ 5 ans, assise sur mes genoux avec un livre. Nous sourions toutes les deux, nos visages si proches, si semblables. Je ne me souviens pas de ce jour, a dit Émilie, regardant attentivement la photo. On lisait Alice au pays des merveilles, ai-je souri. Tu voulais que je lise un chapitre encore et encore. Quelque chose a brillé dans ses yeux. Un souvenir, de la tendresse, le regret d'une proximité perdue. Merci, a-t-elle dit en plaçant soigneusement la photo sur la cheminée. Elle restera ici. C'était un geste petit mais important. Ma présence dans sa maison, dans sa vie,
mais sans pression ni imposition. Plus tard, quand Jérôme et les enfants sont allés au parc, Émilie et moi sommes restés pour débarrasser la table. Tout a changé, n'est-ce pas? A-t-elle demandé en chargeant la vaisselle dans le lave-vaisselle. Oui, ai-je convenu. Mais peut-être pour le mieux. Peut-être, a-t-elle hésité. Tu sais, j'apprends encore. À être honnête, à être moi-même. Sans le masque de la fille parfaite, de la mère parfaite. J'apprends aussi, ai-je dit en lui tendant une tasse. À lâcher prise, à ne pas contrôler. À te laisser être toi-même. Nous avons travaillé dans un silence confortable, chacune perdue dans ses propres pensées. L'ancienne proximité entre nous avait disparu, mais quelque chose de nouveau était apparu. Le respect mutuel, la reconnaissance du droit de chacune à son propre espace et à ses propres décisions. Maman, a dit soudain Émilie. Je veux que tu saches que je suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour nous. Pour toutes ces années, pour tout l'argent, pour tout le soutien. Je ne l'ai pas toujours montré, mais je suis vraiment reconnaissante. Il n'y avait pas de ton manipulateur familier dans sa voix, pas de sous-entendu caché. Juste une reconnaissance sincère que j'attendais depuis si longtemps. Merci, j'ai serré sa main. Ça compte beaucoup pour moi. Et je travaille sur moi-même, a-t-elle poursuivi. Avec un thérapeute. Pour comprendre ces schémas de comportement. Ma jalousie envers toi, mon complexe d'infériorité, mon habitude de mentir. J'étais surprise et touchée. Émilie n'avait jamais admis qu'elle avait besoin d'aide. Elle s'était toujours considérée comme autonome. C'est un pas très courageux, ai-je dit sincèrement. Je suis fière de toi. Pas encore, a-t-elle souri faiblement. Je ne fais que commencer, et je ne sais pas si je réussirai. L'important, c'est que tu essaies. Je l'ai serré dans mes bras. Le reste viendra avec le temps. Quand je suis partie ce soir-là, je me sentais calme. Pas euphorique, pas complètement réconciliée, mais calmement confiante que nous étions sur la bonne voie. Nous avions établi de nouvelles frontières, à la fois financières et émotionnelles. Nous avions commencé à apprendre à respecter nos différences. Nous avions fait les premiers pas vers une relation plus saine. Je savais qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire. Émilie devait faire face à ses démons intérieurs. Jérôme devait reconstruire une confiance qui avait été minée par des années de mensonges. Et les enfants devaient accepter une nouvelle compréhension de la dynamique familiale. Je devais gérer mon habitude de contrôler et de prendre des décisions pour les autres. Mais en cette fête des mères, nous avions tous reçu un cadeau important. Une chance de recommencer, avec honnêteté et respect mutuel. Sans virement bancaire en guise de substitut à la proximité émotionnelle, sans manipulation ni ressentiment caché. Je suis montée dans la voiture et j'ai démarré le moteur. Dans le rétroviseur, je les ai vus, Émilie, Jérôme et les enfants revenant de leur promenade, debout à la porte et me faisant signe au revoir. Ma famille. Imparfaite, compliquée, mais la mienne. Cette fois, en m'éloignant, je ne ressentais aucune amertume ni ressentiment. Pour la première fois depuis longtemps, je partais avec de l'espoir. Avec la conviction que les ponts détruits par des années de malentendus pouvaient être reconstruits. Que même les blessures les plus profondes pouvaient guérir. Que l'amour, le véritable amour, inconditionnel et sans attente, était encore possible entre nous.